Voilà, le papier trempé à cœur, gorgé d'eau. Et le travail va pouvoir commencer. Alors, les premiers dépôts, évidemment, ce sont des grosses masses de couleurs avec des grands pinceaux. Tout au long du travail de ce tableau, les outils vont évoluer. Des gros pinceaux du début arriveront progressivement et jusqu'à la fin des pinceaux qui vont plus permettre des gestes de dessin. Donc des pinceaux plus petits, avec une pointe, etc. Vous voyez bien que là, c'est au début les spalters, les gros pinceaux épais, etc. L'idée, c'est de déposer les couleurs en masse. Et puis, évidemment, de manière assez académique, d'abord les couleurs claires, et puis on évoluera petit à petit vers les plus foncées, vers les valeurs les plus foncées vers la fin, qui viendront creuser, donner de la distance, du volume et dessiner le motif. Voilà, là ça évolue. Vous voyez bien qu'au départ c'est très des taches en fait. Là c'est encore très humide, donc on voit bien que la peinture déposée est très mobile. Ça circule beaucoup. Plus j'avancerai dans cette peinture et plus la peinture que j'amènerai sur le châssis sera moins humide, c'est-à-dire que le mélange que je vais faire sur ma palette sera de plus en plus asséché, sans jamais aller vers quelque chose de complètement sec, mais c'est-à-dire qu'en fait j'évolue avec le propre séchage du papier. Les pigments se déposent petit à petit sur le papier et restent de plus en plus en place. Au tout début, tout est très mobile et puis au fur et à mesure que ça avance, ça reste de plus en plus en place. Donc on peut de plus en plus faire émerger le sujet de ce gros brouillard coloré, ces masses colorées. Là c'est encore, voilà, vous voyez, vous allez voir, voilà, on voit bien que ça coule, c'est encore que ça brille, c'est très très humide. Il y a encore temps de répartir les couleurs. Ah, ma petite cale, ma petite cale. Je vais donner une pente. En fait, je le cale sous le haut du tableau. Parfois, ça peut être sur le côté. Ça dépend du sujet. Ça vient appuyer le sens du dépôt des pigments. Ici, en l'occurrence, ils vont se déposer du haut vers le bas, ce qui va appuyer le propos, notamment sur les reflets de l'étang. C'est sous-jacent, hein, c'est pas forcément visible de prime abord, mais ça participe à ce projet, en fait. Ça participe à donner cette impression de reflets verticaux sur l'eau, etc. Et vraiment, ça dépend de mon sujet. Ça peut être aussi dans un coin du tableau, suivant ce que je vais appuyer en termes de sens de dépôt des pigments. Là, j'aime beaucoup cette étape, en fait. Je me dis qu'elle aurait pu rester en l'état aussi. C'est intéressant de voir ça après coup. Un peu moins dit, encore plus... enfin, je trouve que l'étape précédente est très légère. Là, c'est un focus. Focus, puisque dans le haut du tableau, du fait de la cale, la peinture a commencé à s'assécher. On n'est pas sec, hein, on voit bien que ça circule encore beaucoup, mais du coup, je peux commencer à définir un peu plus, à écrire un peu plus la nature. Ici, en l'occurrence, un lointain, donc pas trop défini, ça doit rester dans l'évocation, mais un entrecroisement, un tissage entre branches et feuilles dans le lointain. Couleur plus terne, évidemment, que sur le devant, etc. Donc là, je suis toujours dans les détails, donc vous voyez que les pinceaux ont évolué. Des grosses paltères du début,
je suis passée aux pinceaux qui vont m'aider à dessiner plus. Là, en l'occurrence, c'est un pinceau chinois. J'aime beaucoup, beaucoup les pinceaux chinois. Ils permettent, en fait, avec un seul outil, ils permettent beaucoup, beaucoup de gestes, beaucoup, beaucoup d'actions possibles. Idéalement, on aurait un seul pinceau et on ferait tout avec. C'est le rêve. Mais les pinceaux chinois, ce type de pinceau-là, réunissent pas mal de bons aspects. On peut, en écrasant la pointe, en faire une petite brosse finalement. Et puis ils sont longs, je les prends avec un long ventre, une longue touffe. En écartant les poils, on peut les utiliser comme une petite brosse pour figurer des branchages, des herbes, un tas de choses qu'on va venir scarifier dans la peinture. Et puis ils sont souvent très fins aussi, les poils rassemblés. Enfin bon voilà, c'est des pinceaux que j'aime de plus en plus. On commence à voir émerger le sujet de plus en plus. Vous voyez que sur un grand format, eh bien, les pots d'eau sont des saladiers, voire des seaux quand ce sont des très très grands formats. Les pinceaux du début, évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure en une image que j'ai incrustée au tout début de la vidéo, ce sont des très gros pinceaux, spalter, pinceaux épais, même les pinceaux chinois peuvent être vraiment des très très gros pinceaux. Et puis voilà, on adapte son matériel à la taille du châssis, bien sûr. Sur un grand châssis comme ça, je ne vais pas travailler avec les petits pinceaux fins dédiés habituellement à l'aquarelle. Et puis pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec moi, vous voyez, j'aime bien faire mes mélanges moi-même. Donc j'ai des grands plats blancs, d'un blanc neutre, ou vraiment des plats basiques, hein, sur lesquels je fais mes mélanges et que je peux à loisir faire varier en par ajout de l'un des composants, un peu plus d'eau, etc. Et c'est très gai de faire soi-même ses couleurs au lieu de les prendre sorties du tube. Ça permet aussi de ne pas griser, on grise moins avec des couleurs comme ça, qui ont un seul pigment. On fait finalement, on met moins d'intrants dans une teinte et on va moins griser. Les teintes sont plus fines, je cherche le nom, plus propres. Voilà, on va arriver à nouveau à un petit focus sur quelques actions à nouveau de retrait de peinture pour récupérer des clartés. Le blanc, on le récupère rarement complètement, surtout dans l'humide. À sec, oui, bien sûr. Alors, ça dépend des papiers aussi, mais l'idée, c'est de récupérer. On va rester dans l'évocation, dans le lointain et pas trop définir, mais on va animer ce lointain avec un espèce de tissage, une écriture de lointain. Je vais tisser une figuration de tronc avec des feuilles, avec des branches qui passent, etc.
Il n'y a pas besoin de les définir trop. C'est un peu... j'ai été graphiste à une époque et illustratrice, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation du message. Tout, tout ne doit pas être aussi dit que ce qui est notre propos principal. Il y a des choses qui passent sous silence, des choses qui sont évoquées, et c'est ce qui fait la richesse de la peinture. Là où en photographie, on va jouer sur les flous directionnels, etc. Alors voilà, là je vais m'occuper un peu plus des grandes ombres qui viennent dessiner et lier ce magnolia sur les temps et les rythmes d'eau. Vous m'entendez souvent parler de tissage. Ah, c'est quelque chose qui m'est très cher, de tisser. Tisser les textures, tisser les écritures du vivant entre elles. Et évidemment, comment dire, pas la difficulté, mais dans l'humide, là où c'est le plus important, c'est aux lisières. Aux lisières, le passage entre l'écriture d'une texture vers l'écriture d'une autre texture. Comment, dans l'humide, là où tout se fond, on va réussir à faire ressortir un pétale sur de l'eau, une branche sur un lointain évoqué, etc., etc. Tout ça par le jeu des retraits, soulignements, et puis par les moments d'intervention, tout ce qui est posé au début fond longtemps, et puis plus on approche de la fin, plus le tableau sèche, plus les pigments se déposent, plus on peut définir plus, mais pas partout, pas partout. Ça se construit de manière académique, hein. On va décider de notre format, mais aussi de ce qui est notre propos. C'est souvent une histoire de contraste, c'est toujours ce qui nous attire, mais tous les contrastes. On parle souvent de contraste de valeur, de couleur, mais il y en a tellement d'autres. Contraste d'écriture, contraste de masse, et puis celui qui m'est très cher, contraste opacité et transparence, qu'on oublie souvent à l'aquarelle. Et c'est un contraste extrêmement important qui permet de donner de la profondeur. Et en même temps, on est en pleine sérendipité.